Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 61. Et comme j'avais dit, on va en avoir deux cette semaine-ci, ça va faire un peu particulier, mais c'est pas grave, pendant que il y a 300 000 motos qui sont en train de passer devant chez moi. C'est génial, ça fait beaucoup de bruit. Alors, on va commencer directement avec quelques petites mini-news pour la chaîne. Donc, comme j'avais dit, on a dépassé les 40 000 abonnés. Merci à vous. C'est génial. La minute spatiale plutôt. La minute Sama, c'était sur une autre chaîne ça. La minute spatiale va changer de nom. Alors là, j'ai changé la miniature. C'est juste que YouTube prend du temps à changer la miniature. Normalement, je tourne ces vidéos le dimanche, mais vous, le deuxième épisode sera déjà sorti. Donc l'instant spatial, pour ceux qui se demandent, c'est l'actualité spatiale. Donc j'en parlerai plus dans le Texama Show. C'est là que vous pouvez trouver cette actualité-là maintenant. Et du coup, oui, j'ai renommé parce que la minute spatiale, c'était une chaîne qui était existante. Donc voilà, je tenais à le préciser. D'ailleurs, c'est une très bonne chaîne, donc n'hésitez pas à aller la checker. Et enfin, l'autre changement, c'est que j'ai investi dans un petit peu plus de matériel pour la chaîne, pour mieux faire, parce que je n'étais pas satisfait par les B-rolls que je peux faire. Les B-rolls, ce sont les plans secondaires, donc les A-rolls, c'est ça, c'est genre vous me voyez en direct, et les B-rolls, c'est genre quand je parle d'un produit, ben, on voit des images du produit. Donc là, j'ai acheté un petit slider, ce qui était vraiment pas mal sur Amazon, genre vraiment pour pas trop cher, il était en réduction en plus. Il n'est pas hyper long, donc un slider, c'est tout simplement une sorte de chemin sur lequel peut voyager la caméra de manière fluide. Si vous tremblez pas trop, c'est ça aussi le problème. Je vais m'entraîner un petit peu avec et normalement ça devrait améliorer un petit peu la qualité des vidéos, j'espère, afin que ce soit un petit peu mieux, parce que j'aimerais que cette chaîne ait quand même l'air un petit peu professionnelle, parce que c'est quelque chose que j'aime bien et j'aime bien essayer d'améliorer les choses. Ah, aussi un autre truc que j'allais oublier, il n'y a pas la caméra, c'est pour ça que je tourne après coup. Je suis maintenant sur YouTube, donc YouTube c'est un site de soutien des créateurs de contenu. Et en gros, sur ce site, ce que vous pouvez faire, c'est soit faire un tips normal, donc ça c'est classique, mais aussi regarder une pub. Et si vous regardez une pub, c'est une pub de 30 secondes, de qualité, ce n'est pas n'importe quoi, c'est genre vraiment des grosses marques, c'est pas genre des trucs chelous, je ne sais quoi. Et ça vous rapportera 5 centimes, enfin ça rapportera au créateur 5 centimes. Ça peut paraître pas beaucoup, mais je peux vous jurer que s'il y a 1000 personnes qui regardent une pub par jour, ça fait 50 euros par jour, ce qui est quand même pas rien. Donc, c'est-à-dire que même un petit youtubeur avec même pas 10 000 abonnés pourrait franchement vivre de sa passion sans aucun problème. Par contre, jouer le jeu, je vous le dis clairement, regardez une pub par créateur par jour, je vous dirais, pour la simple et bonne raison que si tout le monde regarde trop de fois la même pub, ça casse un petit peu l'intérêt pour la personne justement qui diffuse cette pub. Donc essayez de jouer le jeu. Même si le site vous propose d'en regarder une autre, bien souvent il a toujours la même, donc je vous le conseille fortement. Du coup vous aurez le lien dans la description, il sera à partir de maintenant dans chaque description. C'est au nom d'Aurélien Sama, mais c'est mon autre chaîne, hein, donc c'est la même chose, hein, je tiens à le préciser. Je vais peut-être changer la bannière pour mettre Aurélien Sama et puis Texama à droite, comme ça ce sera clair pour tout le monde, mais je vous jurer que il n'y a aucun problème, je toucherai l'argent et bien souvent j'utiliserai selon moi pour améliorer toujours la qualité de mes deux chaînes, que ce soit Texama ou même l'autre. Et donc, grand merci à ceux qui soutiendront. Il y en a déjà, comme vous pouvez voir, 877 qui ont soutenu, ça fait 100 euros. Comme je le dis vraiment, il suffit de même juste 100 personnes qui regardent une pub chaque jour et ça peut changer énormément de choses pour même un petit créateur. Donc voilà, merci à vous. Ok, alors première news avec le Google Pixel 3 XL. Donc un prototype aurait fait surface sur Internet. Évidemment, ce n'est pas 100% sûr, je tiens à le préciser, mais ce serait à quoi pourrait ressembler le Pixel 3 XL en tout cas. Et du coup, ce prototype, comme vous pouvez le voir, suit certains langages de design de Google jusqu'à maintenant. Donc on peut voir un petit peu là, les deux tons à l'arrière. Vous voyez qu'il y a un ton ici plus foncé, un ton plus clair là. On va en parler après, mais voilà. Un seul capteur photo, il n'y a que Google qui ferait ça en 2018, franchement. Parce qu'aucune autre marque n'a un seul capteur photo à part sur des modèles plus bas de gamme évidemment. Donc là on parle d'un modèle très haut de gamme. Pas de jack, juste un USB type C. Donc ouais, ça ressemble vraiment à ce que pourrait être justement ce Pixel 3 XL. Donc il y a de fortes chances que ce soit lui en fait, ou en tout cas une première version. Et du coup, comment dire, personnellement je suis déçu. Je vais être très honnête, je suis déçu. Pourquoi ? Parce que je pense que Google a pu justement se démarquer jusqu'à maintenant avec la gamme Pixel, à faire des choses que les autres ne font pas forcément, à mettre des speakers stéréo toujours à l'avant d'un téléphone, malgré que tout le monde est en mode ouais, on retire tout ce qu'il y a à l'avant. Ils ont toujours eu
un arrière en métal avec une partie en verre pour quand même faire tout ce qui est signaux, genre NFC, euh, les bandes justement de connexion et tout ça. Donc ils ont essayé vraiment de mêler ce que les gens aiment et le côté pratique. Et du coup, ben, là, je suis sacrément déçu parce que ce téléphone est juste genre générique. C'est genre n'importe quel téléphone on pourrait voir en 2018. Euh, un écran avec un bord fin, bon ça c'est cool, mais le notch au-dessus, l'encoche en français. Donc là, honnêtement, je suis déçu. Je sais que je parle souvent de l'encoche, mais je vais te dire clairement pourquoi, selon moi, c'est quelque chose de décevant, et très rapidement. C'est juste que, selon moi, ces dernières années, les modes, en tout cas sur les téléphones, ne venaient plus forcément d'Apple, parce qu'Apple a un petit peu lâché la balle, on va pas être honnête, sur certains trucs. Ils ont toujours une très bonne qualité de construction et tout ça, mais c'est juste qu'ils ont lâché un petit peu la balle sur l'innovation. Et du coup, ben, ça venait un petit peu d'Android, genre Samsung qui faisait des écrans à bord très fins, même incurvés sur le côté et tout ça. Donc c'était, selon moi, bien parce que il y avait des bonnes innovations. Et cette année-ci, c'est juste genre une innovation qui vient de chez Apple, qui n'est même pas vraiment une véritable innovation. Je veux dire, si vous voulez voler une innovation à Apple, voler le fait qu'ils mettent du stockage hyper rapide dans leur iPhone ou qu'ils ont une optimisation beaucoup plus importante du logiciel. Ça, vous devez le voler. Ça, c'est très important. C'est une très bonne chose que font Apple et c'est ça qu'il faut voler. Mais non, ce qu'on retient, c'est la notch, l'encoche. Et le truc avec l'encoche, c'est que c'est pas une innovation. Avec un écran OLED, on pouvait faire ça depuis 2014, franchement. Je ne déconne vraiment pas. Les écrans incurvés qui sont très fins sur le bord, ça encore, ça aurait été plus compliqué en 2014, même sacrément plus compliqué en 2014 en fait. Mais là, c'est juste vous enlevez une partie de l'écran en fait. C'est vraiment ça en fait. Il y a aucun secret supplémentaire derrière. Tout ce qui fait que ce soit moderne, c'est que l'écran va vraiment jusqu'au bord. Mais l'encoche, on aurait pu faire des téléphones avec des écrans beaucoup plus hauts avant. Et c'est ça que je n'aime pas avec cette mode-là, c'est parce que ce n'est pas une innovation. C'est juste un gimmick que les marques prennent cette année-ci parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire en fait. C'est vraiment ça, c'est genre, alors, quelle chose on peut avoir en plus par rapport au modèle d'année dernière pour vendre des nouveaux téléphones. C'est vraiment ça en fait. Il n'y a aucun autre secret selon moi derrière moi, selon moi pour ça. C'est juste que les capteurs d'empreintes sous l'écran n'étaient peut-être pas encore tout à fait prêts et du coup ben, ils font ça comme innovation. Et c'est décevant parce que c'est pas une innovation, c'est juste genre c'est un bricolage en attendant d'avoir une véritable innovation et c'est juste pour justifier d'avoir un nouveau téléphone cette année encore une fois. Et ce qui est selon moi le problème de beaucoup de marques. Mais bon. Après évidemment il y aura certainement des trucs logiciels pour le désactiver ou le cacher donc je sais que on peut le cacher, désactiver autre chose mais bon c'est juste comme je vous le dis, pour moi c'est juste gimmick. Il y a d'autres trucs qui sont très décevants avec ce téléphone, juste l'arrière est en verre maintenant et je trouve ça décevant parce que j'ai déjà dit plein de fois, le verre c'est lourd, ça rajoute énormément de poids au téléphone, ça le rend glissant. Bon alors là ils ont l'air d'avoir un traitement qui est peut-être moins glissant et ça garde plein d'empreintes. Donc c'est juste, il n'y a que des avantages. Il y a quelques désavantages, évidemment, j'en avais déjà parlé, genre, vous pouvez mettre du chargement sans fil, c'est plus facile pour faire passer les signaux, genre Wi-Fi et tout ça. Il y a des téléphones par le passé avec des arrières en métal qui avaient des problèmes avec les signaux qui sortaient. J'en suis parfaitement conscient. Mais bon, il y a toujours moyen, je pense, et c'est ça que j'aimais bien avec, au final, le Pixel 2, pas le Pixel 1, parce que là, c'était pas bien géré seulement, mais le Pixel 2, c'est le gros de l'arrière et surtout le gros de l'arrière qu'on tient, donc l'arrière bas, c'est là où on met notre main justement, est en métal, donc pour avoir une bonne sensation de métal, une meilleure prise en main, même si le métal peut un peu glisser si la finition est mal faite, et au-dessus, une finition en verre pour un petit peu de classe, je suppose, et surtout, comme on le tient moins, il y avait moins d'empreintes, parce qu'évidemment, vous n'allez pas mettre votre doigt là au-dessus, à part si vous le tenez en paysage, évidemment, bon, ça c'est votre truc. Et du coup, genre vraiment, selon moi, il prenait les avantages et les désavantages de chaque méthode et les combinait ensemble. Et c'était ça qui était vraiment bien. Mais bon, cette année-ci, ils deviennent beaucoup plus génériques, donc ma foi, on verra bien. Et puis le manque de jack, il me semble qu'il y en avait déjà plus sur le Pixel 2 si je me souviens bien. Donc encore une fois, selon moi, c'est une excuse pour le virer et pour vendre des casques sans fil. Il n'y a aucune autre excuse, franchement. Ou alors quitte
avoir du courage, dirons-nous, mettez deux ports USB type C, parce que le port USB type C est plutôt petit à mettre dans un téléphone, donc mettez-en deux. Faites comme Asus, là, mettez-en deux, comme ça on pourra utiliser des accessoires ou autre chose. Mettez-en un au-dessus et un en dessous, et comme ça on peut créer des accessoires qui utilisent ces deux ports USB type C, et ce serait génial. Au-dessus, vous pouvez mettre une caméra supplémentaire, par exemple, ou des trucs dans le genre. Mais non, personne n'a le courage de faire ça, à part certaines marques, évidemment, qui essayent qui essayent de innover, dirons-nous. Enfin bref, prochaine news, sinon je vais continuer de débattre là-dessus. Oui, je suis assez salty au niveau de ce sujet-là, mais bon, c'est pas grave. Microsoft, si vous ne savez pas, ils ont racheté GitHub. Donc GitHub, c'est une plateforme où vous pouvez, on va dire, stocker votre code. Donc c'est aussi une plateforme où vous pouvez travailler à plusieurs sur justement le code. Donc ça gère les changements et tout ça. Donc si par exemple moi je travaille à la maison et je soumets mon changement de code, eh bien ça va gérer les interactions de code. On peut faire différentes branches, on peut brancher vers par exemple, j'ai envie de faire mon fork, c'est ça que ça s'appelle. Donc j'ai envie de genre par exemple développer mon propre truc qui est sur GitHub parce qu'il y a des trucs sur GitHub qui sont genre public, les gens peuvent aller voir le code. Donc j'ai envie de faire le mien, je peux faire un fork, s'il l'autorise évidemment, et puis genre faire mon propre truc. Donc GitHub est genre hyper utilisé. Il y en a d'autres hein, évidemment dans le milieu et tout ça, hein. Il n'y a pas que GitHub dans la vie, mais franchement GitHub est très utilisé, il est très utilisé par beaucoup de grosses compagnies, il faut le savoir ça. Il y avait, je ne sais plus exactement, il me semble que par exemple Twitter l'utilise ou autre chose. Mais il y a genre énormément de compagnies qui l'utilisent. Évidemment, là, ils l'utilisent en privé, donc le code n'est pas disponible pour tout le monde, mais eux, ils l'utilisent parce que c'est facile quand vous avez 10, 100, 1000 personnes qui travaillent sur le même code. Imaginez si vous deviez être en mode « Ah non, mais moi, j'ai modifié ça, attends, je te passe la modification. » Non, ça ne marcherait pas. L'avantage, c'est ça gère automatiquement les modifications. Et s'il y a, par exemple, deux personnes qui modifient exactement le même bout de code, il y aura un truc de gestion on va dire des incohérences. Donc la personne qui gère un petit peu tout au-dessus de tout le monde pourra dire ok, je vois qu'il y a deux changements en même temps, regardons, ok, ce changement là on va le garder. Donc c'est vraiment pratique GitHub. Et du coup beaucoup de gens sont assez stressés et inquiets que Microsoft l'ait racheté, parce que pour être très honnête, le truc avec Microsoft quand ils rachètent quelque chose, c'est soit ils le foutent en l'air ou soit ils l'aident. C'est vraiment ça. Il y a plusieurs exemples par le passé qu'ils ont pu aider des marques. Je pense notamment, selon moi, Mojang a pas mal été par Microsoft, je vais être très honnête. Bon, ça l'a rendu un petit peu plus genre Microsoft, hein, genre on essaie de vendre un maximum de trucs, mais surtout ils ont gagné en professionnalisme, parce que Mojang avait énormément besoin. Mais au contraire, Microsoft a déjà foutu des choses en l'air. Un meilleur exemple, c'est Nokia, qui a juste genre disparu. Vous pouvez retrouver, je l'avais déjà dit il me semble, mais vous pouvez retrouver des articles de 2007 qui dit littéralement mais qui va détrôner Nokia? Genre c'est impossible. Un peu comme on le fait avec actuellement Apple et Samsung, qu'on est en mode mais qui va les détrôner? Ce n'est pas possible. Vous seriez vite étonné que des fois vous manquez le coche juste sur une nouveauté et juste vous vous faites défoncer. Pour le moment on est encore dans l'âge des smartphones, mais ça ne durera pas éternellement. Du coup, beaucoup de gens sont inquiets pour cette raison, parce que Nokia, l'exemple Nokia est criant. Ils ont foutu en l'air Nokia, on va être honnête. Après, moi, je trouve que ça devra aller pour la simple et bonne raison que ça concerne plutôt du code. Alors, Microsoft n'est pas toujours le meilleur au niveau code, soyons honnêtes, mais les projets qu'ils ont en rapport avec le code marchent plutôt bien. Un exemple, c'est que Microsoft a son propre distribution Linux, si vous ne savez pas, et elle marche plutôt bien en fait. Ils ont pas mal de trucs d'un point de vue code qui marchent vraiment de manière très intéressante. Donc, personnellement, je suis pas totalement inquiet à ce niveau-là, genre qu'ils vont le ruiner. Mes inquiétudes sont plutôt au niveau de, justement, si un concurrent a du code sur GitHub, qu'est-ce qui empêche de Microsoft de juste aller voir? Bon, évidemment, vous allez me dire, la loi les empêche. Évidemment, je suis totalement d'accord. Mais ce n'est pas la première fois qu'une compagnie ne respecte pas totalement la loi. Ou juste, imaginez juste un employé qui le fait sans respecter les règles de la compagnie, qui est juste en mode, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière, j'ai envie de voir justement le code. Donc ouais, il y a beaucoup d'inquiétudes qui pourraient se mettre en place à ce niveau-là. Donc Microsoft devrait faire très attention à ce niveau. Je pense qu'ils vont devoir vraiment essayer de mettre en place une relation de confiance avec les marques qui utilisent justement GitHub.
quitte à même peut-être se séparer de certaines marques si ça ne marche pas. Notamment peut-être des concurrents directs de Microsoft, parce que là c'est un conflit d'intérêt un petit peu selon moi, mais bon, leur promesse en tout cas c'est de rendre GitHub meilleur à ce que fait GitHub, donc je suppose travailler à plein de gens sur un code, la gestion justement de ce code, des conflits, quand vous avez deux bouts de code qui modifient la même chose, ou ce genre de truc, donc je suppose que c'est ce qu'ils visent. Après, selon moi GitHub était déjà pas mal, mais il y a toujours moyen d'améliorer. Il y a toujours moyen d'améliorer. On verra bien. Une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs chez Microsoft. Du coup, je suppose qu'ils ont pas mal de savoir-faire sur le fait de travailler à plein de personnes sur du code et aussi le fait de gérer beaucoup de, justement, de code à plusieurs personnes et tout ça. Donc, selon moi, ils ont quand même une expérience à apporter. C'est juste que on verra bien ce que ça donnera. Pour info, ils l'ont racheté pour 7,5 milliards. Ouais, voilà, 7,5 milliards. Juste... voilà, ça fait 3 Minecraft, hein, vous imaginez. Alors, une petite news au niveau Windows, aussi au niveau de Windows S en fait. On reste un petit peu dans le thème Microsoft, ma foi. Donc, le mode S de Windows, si vous ne savez pas, c'était une version qui d'abord a débuté sur certains appareils, qui était genre une version de Windows qui fait tourner rien en Win32. Donc, toutes les anciennes applications ne pouvaient pas tourner. Il y a juste les applications sur le Windows Store qui pouvaient tourner, donc les applications UMP, je ne sais plus exactement le nom, c'est les applications qui sont justement sur le store. C'est un type d'application très spécial qui est vraiment encapsulé dans le système, qui est très protégé, même trop protégé en fait, et qui apporte plus de sécurité, plus de performance, mais moins de transparence. Du coup, le mode S a beaucoup changé, et justement, il y a encore un changement, et il semblerait que le mode S va être peut-être une option à activer, désactiver. Donc, imaginez, vous êtes sur votre... Moi, le meilleur exemple que je vois, c'est un PC portable. Vous êtes sur votre PC portable à la maison, branché sur le secteur, vous êtes en mode normal. Genre, vous faites tourner tous les programmes que vous faites tourner d'habitude, Adobe Premiere Pro, vas-y, fais-moi de l'édition vidéo et tout ça. Et puis, quand vous partez de la maison, peut-être que, hop, vous appuyez sur justement l'option mode S, et hop, le PC redémarre évidemment. Et là, vous ne pouvez plus faire tourner les applications de base Windows. Enfin, pas les applications de base Windows, justement, Windows tourne, les applications de Windows Store tournent, mais les applications genre Win32, donc les anciennes applications Windows, ne tournent plus. Ben, ça pourrait être très pratique parce que du coup, si vous vous déplacez, vous aurez plus de batterie. Parce qu'évidemment, faire tourner tout le système Win32 derrière consomme pas mal de batterie en réalité. Vous auriez meilleure sécurité, pas mal d'avantages. Vous n'avez pas toutes vos options, mais comme vous êtes en train de vous déplacer, genre, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir toutes vos options normales en fait à portée de main. Et je pense que c'est la meilleure cas d'utilisation. Alors évidemment, ils n'ont pas précisé. Par exemple, le changement est présent, mais c'est juste qu'il n'y a pas encore le bouton pour le faire, donc on ne peut pas encore le tester nous-mêmes en fait. Mais c'est clairement présent dans le code, et du coup, ce sera intéressant de voir justement comment ils vont l'implémenter. Il y a certaines personnes, justement la personne qui a écrit cet article spéculait avec peut-être que on peut l'activer, mais des applications qu'on avait déjà lancées continuent de tourner. Moi, je ne suis pas convaincu par ça. Selon moi, ça passera par un reboot. C'est juste obligatoire. Je ne vois pas comment vous pouvez désactiver littéralement 50% d'un système d'exploitation juste en appuyant sur un bouton. Non, ça passera par un reboot, ou en tout cas un pseudo-reboot où vraiment le système va désactiver toute une partie. Selon moi, il devrait le faire via un reboot, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Mais bon, après vous pouvez il peut faire un reboot aussi en conservant les applications justement du Windows Store déjà allumées. Ça pourrait totalement se faire. Donc ouais, mais selon moi c'est vraiment le cas d'utilisation que j'ai donné qui est le plus plausible, parce que juste l'activer pour l'activer et continuer d'utiliser d'autres applications, ce serait un peu bizarre. Et surtout, vraiment son avantage c'est le fait qu'il soit light. Genre vraiment, ça utilise moins de batterie et tout ça. C'est le seul vraiment grand avantage. Donc pour des appareils mobiles, ce serait génial en fait. Ensuite, une petite news, alors par rapport à... je savais même pas, mais quand WatchOS 5 est sorti, si vous ne savez pas, WatchOS 5 en fait ne supporte pas les premières Apple Watch. Et du coup, ça inclut aussi, oui, vous l'aurez deviné, les Apple Watch qui coûtent $17 000. Vous savez, celles qui étaient en or, genre même pas plaquées or, c'était genre en or. Eh bien, marche pas avec WatchOS 5. Donc, en gros, si vous en avez acheté une,
vous l'avez littéralement dans l'os. Et je ne suis même pas désolé pour vous, parce que je suis désolé, mais c'était stupide. Alors, acheter une Apple Watch n'est pas forcément stupide, même si selon moi je trouve ça stupide. Mais acheter une Apple Watch qui vaut 17 000 dollars juste parce que, voilà, c'est stupide. Pour la simple et bonne raison que n'importe quel produit technologique, vous devez le savoir, est dépassé en même pas 3-4 ans, même chez Apple. Donc, c'était une mauvaise idée quoi qu'il arrive. Encore que vous avez acheté, quand vous achetez une grosse voiture de luxe, vous pouvez la garder 10 ans, 20 ans, aucun problème. En plus, ça devient une voiture de collection à force. Mais là, c'est juste genre, ça ne sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Donc ouais, ma foi, pour ceux qui l'ont acheté, tant mieux pour vous, je suppose. Ou tant pis pour vous, je ne sais pas. Et vous l'aurez... Enfin, je veux dire, vous auriez dû vous y attendre. Alors, j'adore cette news. Encore une fois, une autre bourde de la semaine. Alors, la présentation Intel, où justement ils ont montré le processeur 28 cœurs 5 GHz, moi je l'avais pas vu. Moi j'avais juste vu les vidéos de youtubeurs qui le montraient après coup. C'est-à-dire que j'avais vu directement qu'ils utilisaient un refroidissement spécial et que c'était overclocké. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que dans la présentation originale, qui est ici, Intel a genre pas vraiment précisé ce genre de choses. Ils étaient plus en mode, on va pas préciser qu'il est overclocké, on va pas préciser que c'est un véritable, que ce n'est pas vraiment un véritable processeur qui va sortir. On va rien préciser. Et du coup, ben, c'est pour ça que beaucoup de sites ont été en mode wow, Intel va sortir un processeur 28 cœurs à 5 GHz. Mais en fait, non. Le truc, c'est que c'était un processeur overclocké, donc ils ont avoué qu'il était overclocké, et ils ont dit qu'ils avaient oublié de le préciser. Genre, oh oups, on a oublié de dire que ce processeur 28 cœurs à 5 GHz c'était overclocké. Oh là là, qu'est-ce qu'on est stupide. J'ai envie de dire, c'est vraiment ça. Enfin bref, c'est stupide à un point, mais je vous jure. Et du coup, ce processeur 28 cœurs, bon déjà, je tenais à le préciser, mais c'est un Xeon, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas deviné. C'est juste un Xeon sans les avantages d'un Xeon. D'ailleurs, même le socket qui est utilisé, c'est un socket de Xeon qui a 3000 et des pins. C'est le LGA, voilà, 3647. Donc c'est totalement des trucs de serveur utilisés. Et au final, la théorie derrière, et je pense qu'elle est assez plausible, on va être très honnête, si on reste réaliste 5 minutes, je pense que Intel a un petit peu fait ça parce qu'ils étaient en mode « Oh, fuck !» AMD va présenter Threadripper 32 cœurs. On le sait parce que, évidemment, les marques entre elles, étonnamment, ont beaucoup d'informations. Je pense qu'il y a un petit peu d'espionnage par-ci par-là. C'est à peu près toutes les marques qui font ça. Même AMD fait ça à Intel, on va être honnête. Et du coup, je pense qu'ils étaient au courant que le 32 cœurs allait sortir, allait être annoncé justement au Computex. Et du coup, ils se sont dit, vite, faisons quelque chose, vite fait. Donc, ils ont dû faire ça peut-être quelques semaines à l'avance. Et ils se sont dit, vite, faisons un truc complètement fou. Peut-être, tu sais, Jean-Michel, ce truc que tu travaillais l'autre jour, là, que tu t'es amusé à faire, là, le processeur 28 cœurs overclocké. Vas-y, on va juste leur montrer ça pour leur en mettre plein la vue et on va rien préciser. On va juste laisser planer le doute que ça va peut-être sortir et que c'est pas vraiment un processeur overclocké. Et du coup, ben, ça a marché. Ça a marché parce que beaucoup de sites, au final, ont plus parlé de ce processeur 28 cœurs 5 GHz que de l'annoncement de AMD. Et du coup, ben, j'ai envie de dire, c'est encore une fois une technique un petit peu Intel. Je pense qu'on commence à être habitué de cette technique-là de Intel. J'ai juste envie de dire, Intel, vous devriez peut-être genre vous concentrer à genre développer un meilleur produit plutôt que de faire ce genre de choses. Mais bon, on verra bien. Une chose est sûre, ce processeur ne sortira certainement pas, ou en tout cas pas tout de suite, et il consommera la blinde d'électricité parce que on peut voir ici quelques chiffres qu'ils ont donnés. Et aussi on a des estimations de certains youtubeurs et tout ça qui sont très développés sur le sujet. Qui ont, par exemple, vous avez justement Gamer Nexus. Ils ont une personne qui est spécialisée dans l'analyse de VRM. Donc il a analysé les tâches d'alimentation de cette carte mère par exemple. Il s'est dit, vu les tâches d'alimentation, vu les chiffres de consommation des Core i9 actuels, des Core i9 18 cœurs par exemple, ils ont estimé que ce processeur consommait au moins 1000 watts à 5 GHz. 1000 watts. Juste imaginez, 1000 fucking watts. Et d'ailleurs, l'enveloppe thermique du Xeon concerné est de 205 watts. Et elle peut monter jusqu'à 265 watts apparemment. Bon, ça, c'est pas si impressionnant parce que au final, les processeurs 32 cœurs d'AMD aussi sont présentés à 240 ou 250 watts si je me souviens bien. Donc voilà. Après, ils ont quand même, voilà, ils ont montré, il y a quelques précisions aussi, encore une fois ici, cet article-là aussi le précise, que
il y a de fortes chances que, vu que le système de refroidissement pouvait refroidir jusqu'à 1700 watts, si je me souviens bien, donc le refroidissement qu'ils ont mis qui est juste énorme à côté, voilà celui-là, comme il peut refroidir 1700 watts, il y a de fortes chances que le processeur devait être genre suffisamment puissant pour pas être très loin de cette limite de 1700 watts. Donc ouais, et aussi les 4 connecteurs de 8 pins indiquent fortement cette possibilité. Enfin bref, du coup, Intel pas bien. Juste concentrez-vous à faire peut-être des meilleurs produits, mais bon, j'ai envie de dire, ils font des bons produits, c'est ça aussi le pire. C'est ça que j'aime pas avec Intel, ils font des bons produits, mais ils s'amusent à faire ce genre de trucs. C'est juste. Ensuite, une toute petite news par rapport à la GTX 2080. Donc, il n'y a pas une news pendant le Computex, vous avez dû le voir. Il y a plusieurs théories, plusieurs choses. Alors, on ne sait pas si ce sera GTX 2080 ou 1180 déjà. Certaines personnes disent 1180, certaines personnes disent 2080. Je partirais plus du principe 2080 personnellement, parce que d'un point de vue marketing, c'est plus facile. Par exemple, Intel, AMD, Nvidia avait tout un marketing avec la série 10. Vous voyez, ils ont fait, quand ils ont sorti justement les GTX 1080, ils avaient tout un marketing avec la série 10, parce que ça commençait par un 10. Vous voyez, 1080, c'est 10 d'abord. Du coup, d'un point de vue marketing, ce serait plus facile de faire la série 20 que la série 11, parce que 11, ça fait juste genre hey, c'est 10 plus 1. Alors que 20, vous voyez, c'est 2 fois plus grand. D'un point de vue marketing, ça a plus de points en fait. Donc, à mon avis, ce sera une 2080. Ce serait plus logique et surtout plus clair pour les gens. Et surtout, d'ici à ce qu'ils arrivent à 9080, ils ont encore 15 ans devant eux. Donc, ils auront le temps de changer de nom d'ici là. Donc, à mon avis, ce sera 2080 à peu près à coup sûr. Après, on ne sait pas. Et du coup, au niveau des dates, il y a Hot Chips par exemple, c'est un site, ils indiquent le 20 août. Nvidia en mode non, pas tout de suite. Il y a un mec de Twicton qui est assez sérieux au final. C'est Anthony de Twicton qui a annoncé le 30 juillet. Il y a le coq du voisin qui arrête pas de faire des bruits, c'est génial. La fenêtre est ouverte parce qu'il fait assez chaud. Et du coup, juste, il y a d'autres trucs qui disent fin août. Et juste, c'est assez random. Le truc, c'est que le problème, c'est que Nvidia n'a aucune pression à sortir. Ils vendent très bien leur carte graphique actuelle. Merci les mineurs. Ils n'ont aussi aucun problème à vider les stocks. Et surtout, AMD n'offre pas beaucoup de concurrence en ce moment. Donc, ils n'ont aucune raison de les sortir. À mon avis, ils vont les sortir, selon moi, quand la folie des mineurs commencera un petit peu à vraiment s'essouffler. Elle commence déjà à s'essouffler, mais quand elle s'essoufflera vraiment et quand, en fait, ils commenceront à revendre leurs cartes graphiques. Parce que quand ça va arriver, le problème, c'est que le marché va être inondé de cartes graphiques et du coup, les prix vont énormément diminuer et les gens pourront juste acheter des cartes graphiques d'occasion s'ils le veulent. Et donc, ce serait une bonne occasion de sortir des nouvelles cartes graphiques parce que pour avoir des nouvelles fonctionnalités, plus de performance et tout ça, donc les gens seraient plus intéressés de les acheter justement. Même si ça pourrait, encore une fois, encore un peu plus remplir le marché de cartes d'occasion, parce qu'évidemment, si quelqu'un upgrade sa carte graphique, il va revendre son ancienne carte graphique, ça semble logique. On verra bien, dans tous les cas, je ne sais pas ce que ça donnera personnellement. Une chose est sûre, c'est pas pour tout de suite selon moi. Le 30 juillet, c'est trop... Enfin, non, le 30 juillet, ça va encore au final. Moi, non, mais bon, moi je dirais août, septembre. Franchement, pour une sortie, ce serait le plus logique. ASRock, si vous ne savez pas, ASRock voulait faire des cartes graphiques, enfin, veulent faire des cartes graphiques et vont en faire. C'est juste qu'ils avaient eu l'interdiction par AMD, ou en tout cas, c'est la théorie des gens, parce que ASRock a annoncé que non, c'est pas AMD qui nous a interdit de les vendre en Europe. Mais finalement, quoi qu'il arrive, il y a des cartes graphiques ASRock qui vont sortir en Allemagne. Ça a été confirmé par des personnes qui travaillent chez ASRock qui étaient au Computex. Donc, l'Allemagne, c'est l'Europe. Si c'est déjà disponible en Allemagne, ce sera certainement disponible dans les autres pays aux alentours. Donc, on verra bien. Une chose est sûre, selon moi, c'est pas une mauvaise chose parce que ASRock fait des bons produits. Et du coup, avoir des cartes graphiques un petit peu en plus différentes, qui offrent des fonctionnalités peut-être différentes, un style différent, parce que ASRock a quand même, selon moi, pas mal travaillé sur le style de leurs produits ces derniers temps. Ça peut être intéressant. On verra ce que ça donnera. Alors ça, c'était une news au niveau de Ubisoft, du CEO de Ubisoft, qui disait qu'au final, le cloud gaming allait remplacer les consoles après la prochaine nouvelle génération. Et du coup, je dois bien avouer qu'il n'a pas trop tort là-dessus. Du coup, alors, en gros, ce qu'il dit, c'est que il va avoir encore une génération de consoles.
Donc après la PS4, ce sera la PS5 et la Xbox Two, je ne sais pas le nom, ce sera. Enfin bref. Du coup, après cette génération-là, qui devra certainement durer 4 ans, il y aura peut-être un petit refresh en plein milieu, peut-être 5 ans, on devrait commencer à voir justement peut-être que PlayStation sera en mode on ne vend plus de consoles, on vous vend un petit boîtier PlayStation, ou alors on vous vend l'application PlayStation, peu importe, et vous streamez les jeux depuis n'importe quoi. De votre TV, de votre téléphone, de votre ordinateur. Ce serait logique. C'est même très logique parce que le cloud gaming a pas mal évolué ces derniers temps. C'est pas encore parfait, on va être honnête. Mais j'ai pu tester, par exemple, j'ai accès à Shadow, je le teste. J'ai une vidéo d'ailleurs sur Shadow qui devrait sortir la semaine prochaine où je montre si c'est possible d'éditer des vidéos dessus. Je ferai aussi une vidéo si c'est possible d'enregistrer des vidéos sur un PC Shadow. Et normalement, je ferai aussi une review. J'attendais un petit peu parce que ils ont fait pas mal de mises à jour ces derniers temps qui avaient du sens et je ne voulais pas forcément sortir une vidéo qui allait devenir obsolète en à peine quelques semaines. Là, par contre, je pense que je peux la sortir parce que des choses importantes sont sorties et du coup, j'ai pu le tester et honnêtement, oui, on a pas mal évolué sur le milieu. C'est pas parfait, évidemment, mais il y a moyen d'avoir quelque chose de vraiment plaisant au niveau. Alors, quels sont les avantages? L'avantage, c'est que vous n'avez pas un boîtier à la maison qui traîne là. Enfin, vous n'avez en tout cas pas vraiment un véritable boîtier. Vous n'avez pas un truc qui fait du bruit, qui consomme de l'électricité énormément en tout cas. Euh, Vous avez vos jeux disponibles sur n'importe quelle plateforme. Donc si vous avez juste besoin de votre compte, vous pourriez vous connecter sur votre PC, sur votre téléphone mobile, sur votre tablette ou autre chose. Euh, c'est aussi du coup plus, comment dire, on peut avoir plus de puissance à distance parce qu'évidemment une console, euh, elle est conçue pour vivre dans le living room de chez quelqu'un, donc dans le salon de chez quelqu'un, alors que si elle était dans une salle de serveur, elle serait d'abord très bien refroidie, évidemment. Du coup, il pourrait mettre un petit peu plus de puissance dedans et moins se préoccuper de designer un truc qui va tenir bien dans justement le salon des gens et juste faire un truc genre le plus optimisé possible, maximum de puissance et juste vas-y, on fait un truc qui tourne bien. Les désavantages, vous avez plus d'internet, vous avez plus de console. Donc ça c'est un gros désavantage, mais bon. Euh, Autre désavantage, c'est qu'il faut avoir une bonne connexion. C'est aussi pour ça, je pense que justement le CEO d'Ubisoft dit que d'ici la prochaine génération, ce sera mieux parce que ça veut dire selon moi, ça veut dire genre dans 6-8 ans, à mon avis, à coup sûr, parce que la génération actuelle a encore un petit peu de durée de vie, et puis il y aura une nouvelle console certainement dans 1 ou 2 ans, qui sera certainement rétro-compatible. Je vous rappelle que les consoles sont passées au x86, c'est la même architecture que les PC, exactement la même. Et du coup, il y a de fortes chances que genre les jeux d'Xbox One tournent sur la Xbox 2, peu importe comment elle s'appelle, et les jeux de PS4 tournent sur la PS5. Et il y a même de fortes chances que les jeux de PS5 puissent tourner sur une PS4, mais avec genre des paramètres graphiques plus bas. Vraiment, il y a d'énormes chances là-dessus. C'est pas sûr à 100%, mais ils seraient capables de le faire en tout cas. Et donc, d'ici 7-8 ans, la connexion Internet devrait être déjà bien meilleure. Pas chez tout le monde évidemment, mais bien meilleure. Mais après, je crois pas qu'on va avoir genre d'un coup les consoles disparaissent. Je pense que ce qu'on va avoir, c'est plutôt genre vous pouvez acheter la console, ou alors vous pouvez acheter le service directement. Du coup, le service vient avec un petit boîtier PlayStation, ou juste la manette et un petit boîtier, ou peut-être la manette et un petit adaptateur que vous pouvez brancher pour justement la manette marche correctement dans le PC ou la TV ou autre chose. Et puis après, vous êtes parti, vous avez besoin de rien d'autre, et vos jeux, vous pourrez jouer à vos jeux préférés depuis justement le cloud. Et puis ceux qui ont une mauvaise connexion internet, ceux qui veulent une console, ils pourront toujours acheter la console selon moi. On verra bien ce que ça donnera. Dans tous les cas, c'est clairement le futur, qu'on le veuille ou non. Il y aura toujours l'option, je pense, pour ceux qui, justement, comme je le dis, ne veulent pas ça, mais c'est clairement, ça c'est quelque chose que le cloud gaming, et même le cloud computing et tout ça, c'est quelque chose qui arrivera, que vous le vouliez ou non, c'est sûr et certain, ça arrivera. Alors, prochaine news, c'est au niveau de Rocketstream. Donc, je vous rappelle, nous sommes en partenariat avec Rocketstream. Vous avez le lien dans la description si vous voulez. Donc, c'est un site qui vend des goodies et un peu du matériel PC. Ils ont notamment beaucoup de périphériques. Et du coup, je vous avais dit que je ferai de temps en temps, une fois par mois certainement,
je parlerai d'un produit qui est sur leur store. Donc ils m'ont envoyé cette fois-ci un clavier. Donc c'est un clavier pseudo-mécanique, faut le préciser. Donc en gros c'est à membrane, mais avec le même feeling du mécanique. Donc si j'appuie sur une touche par exemple, vous entendez, ça fait le même bruit qu'un mécanique. Et vous avez un peu le même feeling qu'une touche mécanique. Sauf que, comme c'est pas du vrai mécanique, ça coûte moins cher. Donc là, le clavier est à 39,99 seul. Vous pouvez prendre avec une souris. Alors, sur le site, c'est des touches QWERTY, mais je peux vous garantir que vous pouvez avoir un set de touches AZERTY. N'hésitez pas à le préciser dans la commande pour être sûr. Normalement, je leur ai dit de ne pas hésiter à inclure justement les touches AZERTY directement pour mettre sur le clavier. Et du coup, ça vous donnera un petit clavier vraiment sympathique. Et pour ceux qui veulent du QWERTY, ma foi, vous avez du QWERTY quoi qu'il arrive. La qualité de construction est plutôt bonne. Je mettrai peut-être des b-rolls si j'ai l'occasion. C'est vraiment genre une plaque de métal qui fait le clavier. D'ailleurs, il a un petit poids. Il a même une petite poignée, comme vous pouvez voir, juste pour le transporter ou autre chose. Et genre, il a une assez bonne qualité de construction. Évidemment, c'est pas non plus au niveau des gros claviers qui coûtent plus de 100 euros, hein, parce que ceux-là, évidemment, là, c'est juste à un niveau supérieur, mais je pense que pour beaucoup de gens, ça suffirait amplement, et surtout, il a à peu près ce qu'il faut. Il est rétroéclairé aussi, alors c'est du rétroéclairage un petit peu, genre, faut aimer la couleur, je vais être très honnête, c'est pas du RGB, hein, voilà, c'est cette couleur-là, et pas une autre, donc, si vous aimez, tant mieux, si vous aimez pas, tant pis, c'est à peu près ça, mais bon, je pense que dans le living room, dans la pièce de jeu de certaines personnes, enfin pas mal de gens, ça pourrait largement convenir. D'ailleurs, mais j'avais déjà précisé, mais je suis un grand fanat de clavier, je pense que je ferai plus de vidéos dans le futur, mais genre 6 claviers mécaniques à la maison actuellement, qui m'appartiennent, qui sont juste à moi, genre je les ai pas donnés à quelqu'un, c'est genre ils traînent là, j'en ai 2 là, j'en ai un là sur l'ordinateur portable, plus le clavier Rocketstream, j'en ai un là, et j'en ai encore un au-dessus, donc ouais, ça fait pas mal de claviers mécaniques, avec à peu près tous les switches différents d'ailleurs, donc ouais, c'est un petit peu mon dada, j'aime assez bien, je dois bien avouer ce milieu-là, donc je ferai certainement plus de vidéos dans le futur là-dessus. Il y a aussi un autre événement Rocketstream, vite fait j'en parle, le 29 juin, au Coinotable, comment ça se prononce? Je ne sais pas. C'est un restaurant dédié à l'arcade à Paris, apparemment. Et du coup, Rocketstream va faire un petit événement le 29 juin où vous aurez des quiz, des blind tests, des bornes d'arcade où vous pourrez jouer. Parce que c'est évidemment un restaurant genre d'arcade. De la nourriture, apparemment qui a tombé par terre. Je vous déconseille de tomber par terre après avoir mangé, ce n'est pas une bonne chose, mais si c'est vraiment bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. Bubble Tea, et aussi ils auraient des trucs à gagner, d'autres lots. Donc ça vous permet de rencontrer les mecs de Rocketstream, voir que c'est des vrais êtres humains, genre je sais, c'est fou, et de juste avoir un contact un petit peu plus humain, ce qui fait jamais trop de mal. Donc si vous êtes sur la région de Paris, ça peut valoir la peine. Personnellement, je ne serai pas présent, je tiens à le préciser, parce que je suis un petit peu loin de Paris, donc c'est un peu compliqué. Si j'étais sur Paris, ça aurait été aucun problème d'y aller, mais bon, là, c'est un peu compliqué. Donc voilà, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à aller checker cet événement. Vous aurez le lien dans la description vers le tweet. Et de toute façon, là, vous avez toutes les infos. C'est le 29 juin, justement, comme j'ai dit, au Coinoptable. Ok. Du coup, merci à tous d'avoir regardé ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain Texama Show et je vous dis salut à tous!